je vois certains entrepreneurs ou certaines entrepreneuses confondre la réussite de l'ego, la réussite sociale avec une réelle réussite de start-up. Et ça, c'est un écueil. Il faut faire attention. Donc, on a de la chance de pouvoir avoir de la visibilité, mais la visibilité ne fait pas du chiffre d'affaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bonne rentrée, la bienvenue sur la Learning Expedition Hauts-de-France. Et alors, restez bien avec nous parce que je vais vous parler d'IA. Mais attendez, l'IA, on en entend parler à tout va. Mais là, je vais vous parler d'une IA intelligente en compagnie de Marie-Delphine Foudria. Bonjour Marie-Delphine. Bonjour Laurent. Bon, Marie-Delphine, je suis contente de t'inviter, te voir aujourd'hui. Tu vas nous parler en fait de ton activité et de l'IA intelligente. L'IA intelligente, il y a quoi ? Il y a une IA bête et une IA intelligente ? Alors nous, on dit que c'est une IA bien élevée. Bien élevée. Voilà. C'est une IA bien élevée puisqu'on la nourrit avec des bons contenus. Donc, il y a des poules qui sont élevées au bon grain. Et nous, on a une IA qui est élevée au bon contenu. Et comment on sait que c'est du bon contenu ? C'est qu'on l'a sélectionné. Ok. Voilà. Alors, Marie-Delphine, tu es la fondatrice de Biblio On Demand, c'est ça ? C'est comme ça qu'on dit ? Comme ça, oui. Pas simple le nom quand même. Hein. Biblio On Demand. À l'anglaise. Pourquoi tu l'as appelé comme ça ? Tout simplement parce que c'est un nom, une marque que j'ai pu récupérer facilement. Que tu as récupéré ? Oui, que j'ai récupéré, qui appartenait avant à Archimède, qui est une entreprise qui m'a incubée. Ils m'ont donné cette marque-là. Et c'est une marque que mes clients connaissaient déjà et surtout qui peut s'exporter. Puisqu'elle veut aussi dire ce que ça veut dire en anglais. Donc, en anglais, voilà. Ok. Alors justement, donc du coup, cette marque, elle est liée en fait à un manque, un trou dans le marché. C'est-à-dire que l'e-book en France n'existait pas. Alors l'e-book en France existe pour les particuliers, il n'y a aucun problème. En revanche, pour les bibliothèques françaises, c'était presque impossible d'acheter des e-books en français. C'est fou. Donc oui, c'est complètement... Et en fait, il y avait un vrai manque, peut-être un manque de connaissances des éditeurs, un manque de connaissances et de capacités techniques des libraires. Et donc, on a laissé la place aux gros agrégateurs américains qui arrivaient avec du contenu anglophone. Et alors là, il y a tout ce qu'il faut en anglais. En revanche, c'était presque impossible pour ces bibliothèques d'acheter des e-books en français et les mettre à disposition des étudiants notamment. Alors attends, pour comprendre, donc du coup on a des bibliothécaires, c'est ça, qui globalement ont des livres physiques, des pages, des bouquins, mais qui n'avaient pas la possibilité de fournir en fait une offre digitalisée, c'est ça ? C'est ça. Auprès de quoi ? Des entreprises, des organisations, des universités, enfin de tout ce qui regroupe finalement une communauté. Ils n'avaient pas la possibilité, mais en revanche, ils avaient la possibilité d'offrir ces mêmes produits en langue anglaise. Exactement. Okay. Alors, il faut un peu nuancer les propos, c'est qu'en bibliothèque de lecture publique, il y a une offre nationale qui existe. En revanche, pour les bibliothèques universitaires, donc pour les étudiants, ils avaient des textbooks en anglais. Par contre, impossible d'avoir ces mêmes textbooks en français, en numérique. Alors, donc ça, c'est le contexte. C'est finalement une particularité qui fait que tu as pris à bras-le-corps cette problématique. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on crée une entreprise. Il y a un problème, on résout le problème avec une solution. Comment ça t'est venu et pourquoi tu as créé cette boîte-là ? Enfin, c'est quoi la genèse du projet, en fait ? Alors moi, je ne pensais pas devenir entrepreneuse un jour. Ouais, tu faisais quoi avant ? J'étais libraire. Ok. Voilà. Donc j'ai travaillé pendant près de 10 ans au sein du groupe Nosoli. Donc le groupe Nosoli, c'est le Furet du Nord de Citre. Et je m'occupais des clients bibliothèques. Donc tu me vois arriver. Hein. Oui. Je me suis rendu compte que ces bibliothèques n'arrivaient pas à acheter des contenus en français. J'avais pas de solution à leur proposer. Et finalement, j'ai commencé à réfléchir. J'ai essayé de regarder comment avaient fait les gros acteurs anglo-saxons. Et je me suis dit que j'allais le faire. Au début, je voulais le faire au sein du Furet du Nord. Ça n'a pas été possible pour des tas de questions, notamment budgétaires et techniques. Okay. Et je me suis adossée à une entreprise lilloise qui s'appelle Archimède, qui m'a incubée pendant 2 ans pour justement faire ce qu'on appelle le POC, un Proof of Concept, pour vérifier que ça marchait bien. Et ça marche bien, puisqu'on a signé un premier client presque sans produit. Ok, sachant que Archimède, pour nous éclairer, c'est quoi en fait ? Alors Archimède, c'est une société qui fait des logiciels pour les bibliothèques. Donc là aussi, tu me vois arriver. Ils avaient déjà le parc client. Ils savaient déjà également qu'il y avait un problème d'accès à ces contenus. Et donc ils se sont dit que ça faisait du sens de faire du contenu eux-mêmes. Donc on a fait ça ensemble et à partir du moment où on a vu que ça a marché, on s'est dit qu'il fallait séparer les deux activités, faire ce qu'on appelle une spin-off, c'est ça, pour pouvoir lever des fonds pour que Biblio On Demand soit vraiment reconnu en tant qu'entreprise et pas juste une émanation d'Archimède. Parce que Archimède, finalement, en t'incubant, prend départ, aurait aussi pu prendre finalement l'idée et te dire merci beaucoup, au revoir, puisque finalement, ils étaient déjà dans cette activité-là. Comment t'as fait, toi, à l'époque, salarié de Nosoli, pour te dire, il y a un trou dans la raquette,
T'as démissionné pour aller directement créer la boîte. Enfin, c'est quoi la transition intelligente ? Alors, la transition intelligente, c'est que je n'avais pas le choix. Je voulais vraiment le faire et je ne pouvais plus rester dans une entreprise où j'avais un projet qui était presque clé en main. Et on t'opposait en fait... On m'a dit non, pas tout de suite. On le fera peut-être dans un an. Mais attends, c'est pas des raisons budgétaires et techniques. Nosoli, c'est pas un petit groupe. Peut-être qu'ils y croyaient pas, tout simplement. Parfois, on a besoin d'avoir des épreuves dans la vie, parce que c'est pas facile de démissionner, surtout quand on travaille dans une branche comme ça, parce que on sait que c'est des branches qui sont fragiles, avec peu d'emplois, et puis moi, j'aimais bien mon travail, j'aimais bien mes clients. Donc oui, quand je suis partie, il y a eu un moment de... Voilà, t'es partie en quelle année ? 2020, juste après le confinement. Donc là, on peut déjà avoir, juste après le confinement. On est tous les deux des entrepreneurs du Covid alors, parce que j'ai créé aussi pendant le confinement, en prenant un risque de me dire, ça va marcher, il faut le faire. Et donc, tu avais cette petite flamme aussi qui t'a amené à dire, ça va le faire. C'est ça. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs au Réseau Entreprendre. Moi, l'entrepreneuriat, ça m'est tombé dessus. J'avais pas le choix, il fallait que je le fasse parce que je savais qu'il y avait un marché, j'avais des clients qui attendaient que ça, j'avais des éditeurs qui étaient d'accord. Enfin voilà, il y avait des tas de choses, un alignement des planètes qui était tel que voilà, j'avais pas le choix. Ok, alors ça c'est effectivement le déclencheur, le fait d'y aller, donc on sent l'énergie en fait qui est en toi en disant j'y vais parce que dans tous les cas je vais le regretter. Le jour 1 c'est quoi ? T'arrives, Alors, le jour 1, t'arrives devant ton ordinateur, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ? Merde, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que je fais ? Et alors j'ai été aidée par mes anciens clients. Qui m'ont vraiment épaulée, qui m'ont accompagnée pendant des négociations avec des éditeurs pour convaincre, pour dire, écoutez, elle n'est pas toute seule, on est derrière, il y a vraiment une vraie clientèle. Parce que tes clients, c'était qui ? Au début, c'était surtout les universités. C'était le besoin le plus criant, c'était dans l'enseignement supérieur. Et donc là, les responsables des collections, les responsables des ressources numériques sont venus avec moi rencontrer ces éditeurs pour leur dire, écoutez, on a besoin d'acheter vos livres, on ne peut pas. Il y a un moment où je suis obligée d'acheter des livres chez vos concurrents en anglais parce que je n'ai pas la même chose en français. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu vois, il y a 30, 40 ans en arrière, souvent, on avait des bouquins avec des photocopies. Les profs faisaient les photocopies, tu vois, puis ils nous distribuaient tout ça. Quelque part, il y avait, dans un monde dans un monde numérique d'ailleurs, j'imagine qu'il y avait des astuces pour que ces professeurs d'université puissent mettre à disposition de leurs élèves, en fait, des versions digitales. Même pas, non ? Oui, des photocopies, oui. Non, c'était pas... ou alors, en tout cas, c'est absolument illégal. Mais oui, et les étudiants connaissent tous les sites où on peut avoir tous les documents gratuitement et en toute illégalité. Donc, la bibliothèque a quand même un devoir d'amener les étudiants vers un contenu légal qui respecte les auteurs, les éditeurs... Mais quand il ne peut pas, voilà. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème, il y a un vrai manque. Et ce manque-là, finalement, il est encouragé par des clients qui disent « Mais en fait, on a quand même besoin de la solution de Marie-Delphine, quoi. » En fait, c'est ça le truc. C'est ça. C'est le bonheur, quand même, ça. Ce qui fait qu'on a pu gagner des appels d'offres avec encore pas grand-chose. On avait une plateforme, mais qui était encore un peu bancale. On avait des accords éditeurs, mais qui ne se voyaient pas encore trop dans le catalogue. Mais les clients m'ont fait confiance et donc on a pu rapidement gagner des appels d'offres. Donc on a pu rapidement gagner en confiance aussi. Oui, j'imagine, Et après, ça a été une dynamique qui a fait qu'on a pu lever des fonds, on a pu recruter. Parce que ton client, donc, c'est l'université, c'est ça ? Il a, lui, des élèves, des étudiants plutôt. Il a un besoin. Il fait appel à toi. C'est une plateforme. C'est-à-dire que je vais sur une plateforme sécurisée avec un login mot de passe, j'imagine. Je sélectionne en fait des revues, des titres, des livres, un tas de trucs. Et je mets à disposition ensuite de mes élèves. Comment ça se passe ? Alors, c'est justement pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de libraires qui sont en capacité de le faire, parce qu'en fait, c'est très technique. Donc oui, on met à disposition ce qu'on appelle un back-office, où ils peuvent passer des commandes comme dans une librairie classique. Ces livres-là, on les livre, mais de façon numérique. Alors, soit de façon automatisée, avec ce qu'on appelle de l'OAI, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc je reçois sur ma boîte mail, en fait, un fichier. C'est pas dans la boîte mail, c'est vraiment directement dans le portail, sur le site internet de la bibliothèque. Ils reçoivent les données, les métadonnées, qui vont après exposer. Et oui, après, il y a tout un système de sécurisation pour que les étudiants soient obligés de se loguer pour pouvoir consulter le livre. En préambule, je parlais d'IA bien élevée, plutôt intelligente, bien élevée, je sais pas. C'est quoi le lien finalement entre cette offre que tu as créée, que tu as inventée quelque part, et le fait d'avoir une IA bien élevée, en fait, c'est quoi le truc ? Alors, c'est en fait la juste continuité du rôle d'une bibliothèque. Une bibliothèque, son rôle, c'est d'amener les étudiants vers une bonne connaissance. Et une neutralité en plus. Une neutralité et une connaissance juste.
Et donc, à notre époque, quand on était jeune, il n'y avait que l'écrit. Il n'y avait rien d'autre qui existait. Il y avait quelques émissions sur Arte, et sinon, c'était que de l'écrit. Oui. Et depuis quelques années, on a vu un vrai changement de paradigme avec l'augmentation extrêmement forte de l'importance de l'audio et de la vidéo, donc des podcasts, et aussi des vidéos sur YouTube, etc. Et depuis quelques années, depuis peu, on a aussi l'émergence de l'IA qui est en train absolument de tout chambouler. J'ai des chiffres qui sont assez hallucinants. Maintenant, plus de la moitié des étudiants font leur recherche uniquement sur ChatGPT. Ok, la moitié. Voilà. Ça me paraît pas beaucoup, tu vois, en fait. Et ça, c'est... Non, mais exclusivement. Hein. Exclusivement. Voilà. Sans même... Non, voilà, ChatGPT. Google n'existe plus, quoi, chez eux. Presque plus. Ok. Ouais. Et sur les sujets d'actualité, les chiffres, et c'est une étude qui est très récente, qui vient de NewsGuard, qui est sortie il y a quelques jours, où un tiers des contenus sont faux sur tous les outils de tout type ChatGPT. Un tiers des résultats sur les sujets d'actualité sont faux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont nourris par des bots russes. Donc c'est extrêmement grave pour des étudiants. Donc là, on est sur une guerre numérique. On est sur une guerre de l'information. Et alors là, on est presque sûr de la perdre si on ne fait pas attention à ce qu'on met dans nos IA. C'est avéré ? Enfin, je veux dire, quand tu dis que un tiers des informations sont fausses parce qu'on a des intrusions russes qui viennent nous emmerder et finalement traduire quelque chose qui serait contraire à ce qu'on a envie de dévoiler tout en restant dans une neutralité. C'est énorme ce que tu viens de dire là. Alors c'est vraiment, attention, hein, c'est que sur des sujets d'actualité qui sont un peu touchy. Donc quand on parle de guerre en Ukraine, d'Israël, sur les élections américaines, il n'y a pas que des bots russes, il y a des bots américains, il y a des bots chinois. Enfin, c'est vraiment la guerre, c'est une guerre de l'information, donc de la désinformation. Le Wikipédia qui était auparavant facile parce qu'il y avait des modérateurs qui pouvaient régler ces problèmes de fake news et autres. Là, c'est nettement plus compliqué finalement sur génératif, quoi. C'est ça. Après, il y a aussi la problématique de l'IA qui hallucine, qui raconte, quand elle ne sait pas, raconte n'importe quoi. Ouais. Et ça, maintenant aussi, on voit que les chiffres sont pas bons, ils ont plutôt tendance à augmenter. Quand tu dis elle hallucine, c'est-à-dire en fait... Elle raconte n'importe quoi. Oui, elle invente des sources. Oui, ça c'est avéré. Ça c'est avéré. Alors bien sûr que c'est hyper utile dans la vie de tous les jours, mais quand on veut faire des recherches un peu précises et un peu scientifiques sur des sujets d'actualité, là, il faut vraiment se méfier. Et donc, nous, on s'est dit qu'on pouvait avoir du contenu de super grande qualité, parce qu'en France, on a quand même la chance d'avoir des chaînes publiques qui font leur travail. Ouais. Et donc, on a signé des partenariats avec Radio France, avec RFI et France 24. Et on a travaillé en partenariat avec eux pour retranscrire les podcasts en texte, les vectoriser, nourrir une IA qu'on a sécurisée sur nos serveurs. Donc, elle ne va pas chercher l'information à l'extérieur. Et elle ne va pas non plus donner d'informations à l'extérieur. Alors, on ne va pas révolutionner l'IA, mais c'est juste pour que cet outil d'IA génératif puisse être utilisé en classe sans avoir de mauvais contenu, sans donner de mauvaises informations. Elle est élevée aussi, éduquée pour dire qu'elle ne sait pas. Et surtout, elle cite ses sources et elle donne des renvois vers les sources. Donc c'est tout simplement un outil d'IA qui est fait pour l'éducation nationale. Enfin, voilà. En fait, est-ce que c'est pas un peu l'avenir... Enfin, c'est naïf cette question, mais est-ce que c'est pas un peu l'avenir de l'IA, tu vois, de se dire en gros... On va tous être en circuit fermé pour sécuriser en fait les sources, les informations, les contenus. Donc ça, c'est une tendance à mon avis. Mais est-ce que c'est pas aussi une tendance qui peut être dangereuse dans des groupuscules qui seraient extrémistes et autres ? Enfin, tu vois, c'est quoi la bonne réponse, quoi, en fait ? C'est quoi la bonne réponse ? Alors nous, c'est vraiment à notre toute petite échelle, notre toute petite start-up lilloise où on essaye de faire quelque chose, mais on a la chance justement d'avoir pu toucher ces gros groupes, ces chaînes publiques qui veulent bien faire. Et nous, on a cette volonté-là de bien faire les choses et de faire une IA à peu près saine et une IA légale, avec des prix qui sont tout à fait corrects aussi. Enfin, on essaye vraiment d'être les plus fair possibles. Je pense que si on est plein à faire ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais je pense également que les outils d'IA tels qu'on les connaît, les gros mastodontes, à un moment, ils vont quand même essayer de mettre un peu de gendarmes là-dedans. Parce que sinon, nettoyer un petit peu, sinon, ça va être un peu l'enfer. Donc, ok, très clair. Hein. On a donc à la fois en fait, un contenu que tu mets à disposition de manière digitale et en français auprès des bibliothèques, auprès des universités, enfin bref, des organisations. Parce que globalement, une entreprise ne pourrait pas non plus acheter pour ses collaborateurs en fait, des e-books. C'est ça le truc ? C'est complètement fou en fait en vrai. C'est complètement fou. Mais c'est quoi le frein ? C'est quoi l'obstacle ? Je comprends pas. C'est que les e-books sont pensés pour les particuliers, donc on a le droit de télécharger un e-book sur
un support. Alors, c'est sur 5 supports. Quand même, on a le droit de le perdre et de le remettre. Mais c'est avec un seul identifiant Adobe. Enfin, voilà. En gros, c'est vraiment fait pour le particulier. Et alors que pour le B2B, ça n'a pas du tout été pensé pour. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est mature depuis des années et des années. Mais quand on en parle avec les éditeurs, ils ont très peur de se faire cannibaliser le marché du livre papier dans ces institutions-là. Et donc, ils y vont quand même assez lentement. Parce qu'ils ont une peur de problème, enfin d'équilibre économique, j'imagine. Et ils ont peur aussi de ce que les fichiers vont devenir. Donc vraiment, on a besoin de montrer qu'on est de bonne volonté, qu'on est hyper transparent, que le modèle peut évoluer. Si jamais on voit qu'il y a un impact sur le prix des ventes de livres papier, mais bon, ça n'arrive pas. Enfin. Alors, tu parlais tout à l'heure de moins d'acteurs anglo-saxons. Donc toi, tu es un acteur franco-français, je dirais, qui a une volonté de partir en Europe, dans le monde. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Excusez-moi, c'est un injure. C'est déjà le cas, mais où, alors, du coup ? Alors, on est en Belgique. Non, mais pas qu'en Belgique. On est en Belgique, Suisse, Canada, États-Unis. Tout ce qui est francophone, évidemment. Et États-Unis. États-Unis aussi, ok. Et qu'est-ce qui ferait que, globalement, il y ait une barrière à l'entrée ? Parce que tu parlais de gros acteurs, en fait, étrangers, anglo-saxons, entre autres. Demain, ils arrivent sur le marché. Comment tu te positionnes ? Et bien justement, on essaye au maximum de conclure un grand nombre de contrats avec des éditeurs français. Alors bien sûr, on n'a pas d'exclusivité, mais c'est déjà très compliqué pour un éditeur d'accepter de faire confiance à un acteur français. Alors faire confiance à un acteur américain, je pense que c'est encore plus compliqué. Que le marché français est quand même petit, donc ça n'intéresse pas forcément les gros américains, pas tout de suite en tout cas. Mais oui, on essaye d'aller vite. C'est pour ça qu'on a levé des fonds. C'est pour essayer de prendre les parts de marché et être vraiment reconnu sur le marché comme étant... un peu le seul qui fait du français. C'est quoi ? C'est un peu la course à l'échalote, en fait. Tu dois aller plus vite que les autres. C'est ça. Et du coup, par rapport au marché que tu développes, parce que on parlait de ton chiffre d'affaires, c'est quelque chose sur laquelle tu l'évoques sans trop de difficulté. La barre du million d'euros va être dépassée ? Normalement, oui, pour cette année, on devrait dépasser la barre avec une rentabilité au rendez-vous Pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui, si on n'avait pas levé des fonds, si on n'avait pas recruté, on serait rentable. Mais là, non. Mais bon, c'est la vie d'une start-up. Il faut accepter d'être un peu angoissé pendant quelques années, et puis après, c'est bon. Quelques années, quelques nuits. Quelques nuits, oui, ça. Moi, je cours, en fait, pour éviter tout ça. Et bien, pareil. Voilà. Tu cours aussi ? Alors, au début, je n'aimais pas ça du tout. Comme tout le monde. Mais c'était la seule façon de faire du sport gratuitement et surtout quand je voulais. Gratuitement, l'équipement, mais bon, ça va à peu près. C'est pas obligé d'avoir une salle. Et puis, et c'était le plus simple avec des enfants. Donc voilà, je me suis mis à courir et maintenant j'adore ça et je fais ça 2 fois par semaine. Alors, dans cette course à l'échalote, justement, aujourd'hui, c'est quoi les moyens qu'il te faut ? Parce qu'on parlait de Radio France, on parlait de RFI, on parlait de ces gros acteurs publics en fait, qui vont aussi consolider ton activité, la crédibiliser quelque part, la labelliser. C'est quoi tes parts de marché que tu dois aller chercher là, pour justement se positionner comme acteur numéro 1 sur ton marché ? Alors, on est déjà bien présent dans le monde de l'enseignement supérieur, mais maintenant, il faut qu'on se développe donc à l'étranger, à l'international. Et sur l'IA, on commence tout juste. Là, c'est vraiment les balbutiements. L'IA, on veut le vendre à l'éducation nationale, au lycée. Et c'est un autre métier. Donc là, on est vraiment en train d'apprendre ce que c'est que vendre à l'éducation nationale. Mais le momentum, il est canon, là, parce qu'en fait, il y a quand même un sujet par rapport à ça. On est là au mois de mi-septembre 2025. J'ai cru comprendre qu'en tout début septembre 2025, il y avait justement un appel d'offres, en tout cas une vraie question là-dessus. T'es dedans là ? Oui, alors on est dedans, mais on ne sait pas trop comment se mettre dedans. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas hors délai, mais il n'y a pas encore vraiment l'appel, on ne l'a pas vu en tout cas formalisé. Donc c'est pour ça que je fais partie de EdTech France pour essayer de suivre l'actualité. Mais bien sûr qu'on va se positionner. Oui, c'est Madame Borne qui a annoncé ça. Maintenant, est-ce que ça va être maintenu avec... je ne sais pas. C'est un sujet quand même stratégique. C'est un sujet stratégique. Mais quoi qu'il arrive, c'est devenu obligatoire. L'éducation à l'IA est devenue obligatoire au collège et au lycée. Et donc, je pense que nous, on peut vraiment apporter quelque chose à moindre coût. Et donc, on commence à être présent. On équipe tous les lycées Nouvelle-Aquitaine, les lycées de Bretagne, et j'espère bientôt les Hauts-de-France. Tu fais un peu de lobbying ou pas ? Parce que tu pourrais te rapprocher, tu vois, de ton député, de Xavier Bertrand, enfin, tous les politiques qui, finalement... ont cette possibilité de porter ta voix. Enfin, tu fais un peu de lobbying ? Alors, j'ai été aidée par Violette Spilbou, qui m'a recommandé auprès de certains ministres, donc j'ai eu des rendez-vous. Ok, trop bien. Je suis toujours en contact avec elle, donc je sais que là, typiquement pour l'appel d'offres de Madame Borne, comme j'étais pas vraiment au courant,
Je lui ai demandé, elle m'a dit mais non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, c'est pas encore lancé. Ok. Ouais, t'as intérêt effectivement à être, il faut être aux avant-postes, quoi. Hein. C'est ça. Ouais, ça c'est un élément extrêmement important. On parlait tout à l'heure aussi d'avant-poste et quand on préparait cet échange, on parlait de valorisation en fait. Sur notre territoire, la région des Hauts-de-France, des entrepreneuses, des entrepreneurs. Et je disais, attention quand même, parce que valoriser en fait, les entrepreneurs, c'est vachement bien, mais attention de ne pas se perdre là-dedans. Tu avais aussi, toi aussi, une approche assez particulière en disant, il faut se méfier quand même d'une survalorisation pour éviter de se perdre et éviter de se déconcentrer de son activité principale. Dans cette région, dans la région Hauts-de-France, on est extrêmement aidés. Il y a beaucoup de réseaux qui peuvent nous rendre service, qui nous sollicitent beaucoup, mais qui vraiment ont un vrai rôle à jouer, comme Réseau Entreprendre, comme la French Tech, comme Amazing Lady, Orange Entrepreneuse. En fait, quand on les additionne, et ben, finalement, si on fait tout, on peut faire que ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Et j'aime beaucoup la phrase de Sam Damani, la French Tech, le bon argent, c'est celui du client. Tout à fait. Et quand même, le but d'un entrepreneur, c'est de créer de la valeur. Et pour créer de la valeur, il faut travailler, il faut être sur il faut aller voir les clients. Et c'est pas sur un plateau télé ou sur une émission de podcast. Une émission de podcast. Alors justement, il faut essayer de sélectionner pour voir est-ce qu'il peut avoir un intérêt, ce qui peut aussi être une façon de rendre aussi, parce que quand on a reçu, il faut aussi savoir rendre. Ouais. Mais c'est un équilibre à trouver et je pense, alors peut-être que c'est parce que je suis un peu vieille et que c'est quelque chose qui m'a fait peur, c'est que je vois certains entrepreneurs ou certaines entrepreneuses confondre la réussite de l'ego, la réussite sociale avec une réelle réussite de start-up. Et ça, c'est un écueil. Il faut faire attention. Donc, on a de la chance de pouvoir avoir de la visibilité, mais la visibilité ne fait pas du chiffre d'affaires. Et comment tu gardes la tête froide par rapport à ça ? Parce que tu as de l'expérience, t'es une femme, donc c'est aussi finalement un coup de projecteur, je dirais, favorable dans le sens où effectivement beaucoup d'organisations cherchent à mettre un modèle femme, 40 ans, entrepreneuse, et donc du coup on l'évoquait, donc parfois un peu sur-médiatisé, donc il faut savoir aussi tirer profit de tout ça, mais comment tu gardes enfin, est-ce que tu peux partager un peu d'expérience sur le fait de garder la tête froide par rapport effectivement à ces sursollicitations qui peuvent travailler l'ego et puis te faire partir un peu ailleurs, quoi. Alors déjà parce qu'on m'avait mis en garde. Déjà, dès le départ, on m'avait mis en garde. C'est sûr qu'être une femme dans la tech, je cumule. Alors il faudrait en plus, si je venais des quartiers, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux, ouais. Non, je m'appelle Marie-Delphine, donc on ne va pas mentir. Je viens pas des quartiers. Mais oui, en effet, quand on est une femme dans la tech, on pourrait être sur des plateaux quand même 24, traîtres, peut-être pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile. Et après, moi, je suis un peu introvertie, donc c'est peut-être un peu sauvé, parce que c'est pas un exercice que j'aime énormément. Donc voilà. Ça se voit pas, hein. Ça se voit peut-être pas. Non, franchement, ça se voit pas, hein. Mais en même temps, c'est plutôt pas mal, effectivement, de bien se connaître. Quel âge tu as ? Tu m'as pas dit, Marie-Delphine. Ça se dit pas, ça. Ça se dit pas. 47 ans, mon Dieu. Ça va. Ah, Quoi qu'il arrive, ça va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là ? Parce qu'on voit quand même une forme de bonne dynamique, une bonne trajectoire, une dimension, je trouve, assez du moment, quoi. Tu es dans un vrai momentum, en fait, à la fois sur un marché à développer avec un produit qui n'existait pas, à travers l'IA intelligente ou bien éduquée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là, pour la suite ? Alors, la rentabilité, de façon extrêmement pragmatique, et de la rentabilité tout en conservant les valeurs. Parce que Beyond No Monde, on a vraiment des valeurs qui sont très fortes, et dans l'équipe, c'est extrêmement fort. Les gens que j'ai recrutés, ils sont venus pour ça. Ouais. Et donc, qu'on garde cette mentalité de vouloir faire des choses bien, de faire des choses bien élevées, bien éduquées, et tout en essayant quand même d'atteindre la rentabilité, parce que les valeurs, c'est bien, mais si on ne gagne pas d'argent, ça ne marche pas. Merci Marie-Delphine. Merci d'avoir participé au podcast La Learning Expedition Hauts-de-France. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao.